Merci de votre présence pour un sujet qui est loin de ma formation initiale, puisque je me rappelle que je suis chirurgien orthopédiste adulte. Néanmoins, il y a quand même les recommandations de l'ASFAR, de la Société française d'anesthésie et réanimation, concernant la chirurgie pédiatrique qui sont tombées, qui devraient être effectives dès le premier semestre 2024. Et donc, je suis très heureux d'avoir des spécialistes autour de moi, et je reconnais mon ami Sabine. Et, et ben, oui, on était ensemble. Ah oui, on était ensemble en première année quand même. On a fait tout ensemble. Il ne faut pas le dire parce que ça va finir par savoir. Ça fait longtemps. Oh non, c'est très, oui, c'est très longtemps qu'on se connaît. Et donc, je regardais un peu les chiffres. Donc, c'est quand même 1 million d'anesthésies par an qui est fait pour 12% des anesthésies réalisées en France. Et donc, merci de vous donner, de donner votre avis éclairé sur cette problématique. Parce qu'il faut quand même pour continuer à opérer les enfants. Et oui, ils sont là. D'ailleurs, je dirais qu'on se plaint qu'il n'y a pas assez d'enfants, donc ceux qui sont là, il faut bien s'en occuper. Exactement. Alors, on peut peut-être faire les présentations, Patricia ou... Non, mais je pense que les journalistes sont tous, donc on peut démarrer parce qu'on a déjà un peu de retard. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez faire aux journalistes ce qu'il faut retenir, rappeler aux journalistes qu'il faut retenir de ces décrets, la problématique que ça pose, et si vous avez des recommandations, puisque ce sera aussi l'objet de l'académie aussi, de pouvoir émettre ensemble des recommandations face à cette problématique. Donc, allez-y. Moi, je vais donner la parole. Bon, c'est un sujet très important, puisque si on veut juste introduire le sujet, la chirurgie pédiatrique, c'est une chirurgie qui concerne une petite population, une population orpheline, on va dire quelque part une population minoritaire. On est dans les maladies rares, même si beaucoup de ces pathologies sont des maladies fréquentes. Tout le monde connaît la hernie, l'ectopie, en ORL, les yo-yo, etc. Bon. On est d'ailleurs face à deux problématiques qui sont d'une part des chirurgies, on va dire, assez fréquentes, assez courantes, et puis assez rapidement, quand même, on peut basculer vers des pathologies plus complexes, plus rares, qui nécessitent un environnement spécialisé et surtout un regard, je trouve, de temps en temps, sur ces pathologies qui vont faire qu'on ne va pas banaliser une pathologie alors qu'elle va s'inscrire peut-être dans un contexte plus global de malformations multiples, de syndrome génétique, etc. Donc on est toujours un petit peu entre ces deux problématiques, la pathologie courante, la pathologie plus spécialisée, et on a pendant très longtemps en France, je dirais, pas vraiment réalisé la graduation des soins. Avec des chirurgiens qui étaient dans des centres hospitalo-universitaires ou dans des centres hospitaliers généraux qui avaient évidemment une bonne expérience, des structures en ville ou des structures semi-privées avec des chirurgiens, je dirais, plus anciens, qui s'étaient formés on va dire un peu sur le tas, et qui avaient finalement pour beaucoup d'entre eux une bonne expérience, une bonne expertise, notamment avec au fil des ans. Et puis, il y a eu la réforme, je vais quand même l'introduire là parce qu'on ne va pas forcément en parler, la réforme du 3e cycle des études médicales avec une filiarisation très précoce des internes, ce qui est très différent de ce qu'on a connu. Et donc, finalement, des internes qui aujourd'hui s'engagent d'emblée dans leur filière sans aller se promener dans d'autres spécialités avec, je dirais, une évaluation investissement-rentabilité qui fait que finalement la chirurgie pédiatrique, ça ne va pas les intéresser. Et aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, enfin de notre génération, on avait des urologues adultes qui venaient faire 6 mois en chirurgie pédiatrique, des chirurgiens viscéraux qui venaient faire de la chirurgie pédiatrique. Aujourd'hui, on n'en a plus. C'est un tout petit peu différent en orthopédie, puisqu'ils ont gardé dans la maquette 6 mois obligatoires dans la maquette, ce que nous n'avons pas réussi à obtenir. Et je peux vous dire que j'ai été coordinatrice de la chirurgie infantile sur l'île de France pendant 6 ans. J'ai essayé de discuter avec mes collègues et ils nous ont dit, nous, on n'a déjà pas beaucoup d'internes, alors s'ils vont se promener dans les autres spécialités, on ne va pas y arriver.
ajouter à ça les FST, les formations spécifiques transversales, qui occupent bien 6 mois dans beaucoup de filières. Et un urologue, je vais dire ça comme ça, j'ai rien contre les urologues, mais il va peut-être préférer faire une FST sur la prescription de traitements anticancéreux pour pouvoir avoir une certaine autonomie dans sa pratique que d'aller se promener en chirurgie pédiatrique. Donc, diminution du nombre, on va dire, de chirurgiens ayant une formation en chirurgie pédiatrique. Et dans ce contexte-là, je vais dire, arrive le décret qui a de bonnes choses, puisqu'il s'agit de pouvoir opérer les enfants. Je vais laisser mes collègues détailler, mais dans un contexte, dans une structure, dans un environnement, un plateau technique et des personnels aussi bien anesthésiques que chirurgiens formés. Mais d'un autre côté, cela va nous confronter à un problème d'accès aux soins pour ces enfants. Et donc, ce qui va revenir dans ce décret, qui à mon avis est le plus important, mais je vous laisserai en débattre, c'est la graduation des soins et l'identification des structures appropriées en fonction de la graduation des soins. Et puis, on verra, mais la formation d'un réseau, et moi qui me suis occupée des maladies rares au ministère pendant 5-6 ans, je pense que on peut assez bien se caler sur ce type d'organisation qui est tout à fait fondamental, avec des réseaux, avec des gens qu'on connaît, qu'on voit dans des séminaires, qui se mettent autrement mais tout ça, ça va être long à construire, parce que quand on voit ce qui s'est passé pour les maladies rares, avant que ça soit vraiment fluide, il s'est passé 7-8 ans. Donc, je pense qu'on est au début de cette histoire et on va avoir un démarrage difficile, je pense. Voilà, je laisse mes collègues, c'était juste pour introduire le sujet. La problématique. Donc, professeur Papin-Dagarnou, votre... Eh bien, je vais prendre la suite de ce que vient de dire le professeur Sarnaki, qui met tout à fait en scène le problème de la chirurgie pédiatrique. La chirurgie pédiatrique, en effet, est à la fois une chirurgie générale de l'enfant et une chirurgie d'hyperspécialité. Il y a un peu ces deux volets qui correspondent un peu aux deux types d'hospitalisation que l'on peut proposer à des enfants qui sont malades. Alors, d'une part, il y a toute une partie de la chirurgie dont personne ne conteste la grande spécificité qui est la chirurgie du nouveau-né, des malformations, de l'enfant qui a une tumeur, de l'enfant qui doit avoir une greffe de foie, une greffe de rein. Il est bien évident que on est obligé de faire appel à des hyperspécialistes, aussi bien en chirurgie qu'en pédiatrie. Et ça, c'est un aspect important des choses, on y reviendra. Et puis, il y a l'autre partie de la chirurgie qui correspond à une chirurgie qui est accessible à des centres hospitaliers ne disposant pas de réanimation, par exemple, ou ne disposant pas d'un plateau technique très, très, disons, diversifié et très spécialisé, ça représente la grande majorité, en fait, de la chirurgie pédiatrique. Et cette chirurgie pédiatrique, comme on l'a dit, alors il faut reprendre un peu l'historique pour comprendre les problèmes qui peuvent se poser à l'heure actuelle, c'est que si l'on reprend dans l'histoire, effectivement, autrefois, à ma génération et surtout peut-être quand même encore celle d'avant, les chirurgiens, très souvent, faisaient 6 mois, quelquefois même 1 an en chirurgie pédiatrique, et puis se décidaient pour, en fait, en milieu d'internat, préféraient continuer vers l'adulte, ou le contraire, commençaient vers l'adulte, revenaient un peu vers l'enfant. Enfin, il y avait une souplesse d'orientation qui était beaucoup plus grande que maintenant. Et puis, il y avait aussi le DES de chirurgie générale qui a disparu en 2017. Et tout cela fait que beaucoup de chirurgiens dits d'adultes avaient une expérience de l'enfant. Ils avaient pris l'habitude d'en opérer, alors chacun dans sa spécialité. Les urologues opéraient certaines malformations, même pédiatriques. Les orthopédistes, comme on l'a dit, c'est un problème à part. En digestif, bon, les appendicites, tout ça, c'est considéré comme très banal. Bon, il était tout à fait courant et admis de tous que les chirurgiens d'adultes puissent opérer un certain nombre d'adultes. Et les choses évoluant, comme on l'a dit, eh bien, il apparaît de plus en plus eh bien, il y a cet afflux important de chirurgie considérée comme banale, qui est faite maintenant par des chirurgiens d'adultes qui n'ont pas toujours eu cette formation, qui n'ont pas toujours une pratique régulière, et que cela est préjudiciable à la sécurité des enfants.
Alors, ce décret, en fait, est arrivé en décembre 2022, mais il suit de plusieurs décennies la réflexion à ce sujet. Les chirurgiens pédiatres réfléchissent à ce problème de gradation des soins, de répartition de l'offre de soins depuis plus de 20 ans. Il y a eu des séminaires, des réflexions, des congrès dont certaines parties étaient consacrées à ce sujet-là, puisque effectivement tout le monde ne peut pas, on ne peut pas opérer tous les enfants dans des services hyper spécialisés, et d'un autre côté, il faut bien qu'il y ait des chirurgiens formés à l'enfant pour opérer eh bien les autres. Alors tout cela n'est pas facile à mettre en œuvre, et la réflexion en réseau est très ancienne. Des réseaux ont été créés en santé publique depuis 1914. J'ai regardé, l'occasion la curiosité de regarder, c'était pour répartir les soins, les centres antituberculeux. Bon, on n'est plus là, alors je ne vais pas vous faire l'historique des réseaux, ça a été remis à l'ordre du jour au moment du sida, au moment du traitement des cancers. Et effectivement, ça permet de répartir l'offre de soins en faisant une graduation des soins. Et ça, c'est fondamental. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler avec ce qu'a fait la DGOS depuis quelques années, et travaux auxquels la chirurgie pédiatrique a grandement participé. Donc, on verra de quelle façon ce décret répond aux questions. Et quelles questions il pose. Oui, alors, moi, je suis docteur Lehors. Alors, docteur Lehors, pardon. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut quand même d'abord noter, c'est la première fois que je crois dans un décret, on a l'autorisation de chirurgie pédiatrique. C'est-à-dire que la chirurgie pédiatrique est considérée de façon spécifique et individuelle. Et donc, c'est quand même un élément très important, et que je pense, même si on est dans un contexte qui n'est pas forcément facile et que la mise en place va être difficile, c'est quand même un élément très positif. Ça fait 25 ans que les chirurgiens pédiatres se battent pour faire reconnaître la chirurgie des enfants spécifiquement et différemment de celle des adultes. Je vais juste dire un mot. En Belgique, ça n'existe pas. La chirurgie pédiatrique n'est pas reconnue comme une spécialité. Deuxième élément, c'est que dans ce texte est prévu la mise en place de ce qu'on appelle les dispositifs spécifiques régionaux, DSR, qui est en fait la mise en place en pratique des réseaux, et avec des éléments très très précis dans les instructions de la DGOS. Donc c'est quelque chose de très dans le décret des DSR, il y a des missions qui sont très précises. Et en fait, ça correspond à ce que les chirurgiens pédiatres demandaient, c'est-à-dire organiser le maillage du territoire, organiser la prise en charge des enfants, que ce soit en urgence et en réglé, avec des gens qui soient identifiés comme compétents pour faire un acte, avec un partage des connaissances pour que tout le monde soit formé et des protocoles communs. Donc c'est un gros travail. On a vraiment du pain sur la planche. On n'est encore toujours pas nombreux pour le faire, mais il y a quand même un point très positif. Voilà. Voilà, professeur Pétan. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je suis ici dans une rubrique un tout petit peu différente. Donc, moi, je suis anesthésiste réanimateur. Et il se trouve que finalement, en parallèle de ces décrets, et presque en conjonction, la SFAR, c'est-à-dire la Société française d'anesthésie-réanimation, accompagnée par son pendant pédiatrique, la DARPEF, ces deux sociétés savantes ont établi des recommandations de pratiques professionnelles qui ont été écrites pendant plus d'1 an, sur 2 ans, et qui sont parues en juin 2023. En préalable, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la chirurgie pédiatrique, il y a une grosse part de ce qu'on pourrait appeler de la petite chirurgie, même si c'est pas moi qui me permet de donner ce terme, c'est plutôt un chirurgien que je connaissais bien. Mais paradoxalement, pour l'anesthésie, il n'y a pas de petite anesthésie. C'est-à-dire que même pour une circoncision, même pour une ablation pour une adénoïdectomie, eh bien, c'est une anesthésie générale avec, disons, un certain nombre de risques. Ce d'autant que l'enfant est jeune, ce d'autant que l'enfant est enrhumé. Bref,
Donc, dans ce contexte, et aussi à la lumière d'un certain nombre d'études de morbidité internationales qui ont été publiées, notamment européennes, qui ont mis en évidence des facteurs de risque bien précis chez les enfants, et en fonction de la chirurgie, eh bien, on a effectivement essayé d'établir des recommandations de pratiques professionnelles de façon à finalement limiter au maximum les risques associés à l'anesthésie chez l'enfant. Donc, en fonction des différents facteurs de risque qui sont bien établis maintenant, l'âge, les enfants enrhumés, et puis aussi l'expérience du médecin anesthésiste, eh bien, on a établi des préconisations. Donc, on a mis l'accent sur la notion de compétence. Cette notion de compétence, elle était déjà présente dans le SROS de 2004, d'ailleurs, y compris pour les chirurgiens. Et elle est évidemment ambiguë, la notion de compétence, mais en fait, elle repose à la fois sur la formation initiale, etc., initiale et puis formation continue, et aussi sur une régularité de la pratique. Parce que si on a des compétences, encore faut-il les entretenir. Donc voilà, le substrat de ces recommandations, outre la logistique, outre l'organisation en réseau, qu'on a repris d'ailleurs calqué sur le SROS, voilà, la particularité, c'est ça, c'est la notion de compétence et d'organisation en fonction de l'âge, des catégories d'âge, le moins d'1 an, le 1 à 3 ans et le 3 à 10 ans. Voilà. Et merci de m'accueillir. L'Académie de chirurgie, est-ce qu'il y a, reçoit des anesthésistes, il y a des académiciens. Je suis déjà venue en plus. Quel est le degré justement de formation nécessaire pour endormir des enfants? Alors, est-ce qu'il y a un degré de spécialisation? Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que quand je vous entends parler, effectivement, je vois qu'au début, finalement, la chirurgie pédiatrique, c'était pas vraiment une spécialité, mais finalement, en anesthésie, il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas la spécialité de l'anesthésie pédiatrique. Finalement, cette compétence en anesthésie pédiatrique, elle n'est validée que par les faits. Et exactement. Donc, il y a ce qu'on peut appeler l'expérience et la formation, donc l'entretien de la formation et le volume. Est-ce qu'il y a des critères? Les critères, je vous les présenterai tout à l'heure. Bah, c'est pas très compliqué en fait. C'est la formation initiale qui est pour tous les internes. Ben non, il n'y a pas de chiffre. La seule, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de chiffre. Non, vous avez raison. Je pose des questions pour les journalistes. Vous avez parfaitement raison. En fait, c'est extrêmement compliqué de mettre un seuil. C'est très compliqué de mettre un seuil parce que si on dit 100, bah, ceux qui sont à 99 ne seront pas. Voilà. Donc, à partir du moment où on met un seuil, ça rend les choses très compliquées, surtout sur le plan médico-légal, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est, extrêmement sensibles, et notamment les praticiens. Quand on exerce en CHU, on est relativement protégé, mais quand on exerce dans des structures, qu'elles soient libérales ou pas, on est en ligne directe avec les complications et avec les plaintes médico-légales. Donc, c'est très sensible comme notion, le volume d'activité minimale. Nous, on a préconisé ce qui était déjà écrit dans le SROS 2004, c'est-à-dire une activité régulière hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, on a dit une demi-journée par semaine, voilà. Mais la notion de régularité, elle est essentielle. Mais évidemment, si vous me dites j'en fais un tous les ans, c'est une certaine périodicité, régularité, mais c'est pas suffisant. Hebdomadaire pendant combien de temps? Ah, tu voulais dire sur la régularité de l'action, on peut. Vous faites ça pendant 6 mois, après vous arrêtez. Bah non, mais je veux dire, il faut laisser un peu de. Moi, j'ai confiance dans les praticiens. Oui, bien sûr. Et je pense que. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison mais la régularité, c'est dans la pratique. Si on n'en fait plus après, la question se pose pas, on n'en fait plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une régularité, c'est très important. Il y a un entretien, un volume d'activité minimal aussi, qu'on n'a pas chiffré. Mais de toute façon, c'est pas nouveau, on le sait, c'est valable aussi pour la chirurgie. C'est valable pour les chirurgiens. Est-ce que dans votre maquette, il y a 6 mois? Il y a, je crois, 6 mois. Dans notre maquette, il y avait 6 mois, mais il n'y a plus 6 mois obligatoires, on va dire, pour l'anesthésie. Alors, ce n'est plus 6 mois, c'est 3 mois à l'heure actuelle en France, parce qu'il y a des structures qui n'ont pas la possibilité de faire passer 6 mois en anesthésie pédiatrique pour leurs internes. Nous, ils font 6 mois, mais c'est pas en province notamment, ils ont beaucoup d'internes et ils ont finalement pas beaucoup de services finalement. Donc, c'est la capacité de formation est restreinte. Donc, c'est 3 mois pour tous les médecins anesthésistes. Mais au bout de 3 mois,
On n'est pas capable de faire de l'anesthésie pédiatrique dans une structure où on n'a personne autour. C'est ça la difficulté. Parce que c'est ça aussi, il faut voir l'environnement. Donc actuellement, c'est 3 mois et dans les recommandations que je présenterai tout à l'heure, on a spécifié que si on doit aller exercer de l'anesthésie pédiatrique dans une structure, disons, non spécialisée, ce sera 6 mois. Voilà. Mais ça reste léger. On est beaucoup moins exigeants que les autres pays européens, voire même que les États-Unis, parce qu'eux, ils sont très stricts. Il y a des règles européennes. Chaque pays a ses règles. Chaque pays a ses règles. On peut peut-être donner la parole au professeur Mondin qui est en visio. Voilà, ça va être son. Il peut intervenir maintenant. Ancien doyen de Montpellier. Et merci de me donner la. Oui, cette fois-ci, je vais intervenir avec ma casquette de CNP de l'ORL. Donc, je vous remercie de me permettre d'intervenir à distance. Je pense vraiment qu'il y a des grandes avancées au travers des travaux qui ont été faits. Qui sont faits au niveau de la filarisation, permettez-moi ce terme, de la chirurgie pédiatrique au sens large, avec en particulier cette dynamique des DSR qui se développent dans toute la France, et aussi le souci d'améliorer la sécurité à tout niveau, qu'elle soit chirurgicale, qu'elle soit anesthésique. L'ORL a comme particularité d'être un peu différente en termes de formation, puisque tous les ORL formés doivent pouvoir faire les actes d'ORL courantes. Et au terme de courant, je pense que vous pouvez faire un échange autour de la table, nombre de personnes qui a eu soit des végétations, des diabolos, les amygdales. Et vous verrez quand même que ça représente un certain volume. Et j'ai noté le chiffre de 1 million d'anesthésies pédiatriques par an, et on a un volume qui va entre 120 à 150 000 interventions pédiatriques dans notre discipline. Donc on est très très attentif à l'évolution et on ne peut être que solidaire au souhait d'amélioration des pratiques. Quoi qu'il en soit, merci de me donner la possibilité de vous partager avec vous notre souci. Notre souci qui est le suivant. Il se trouve que si l'on considère les gestes les plus courants d'amygdale, végétation, diabolo, ce qui correspond à peu près à un volume de 100 000 interventions par an, elles ont la particularité d'être faites chez des enfants jeunes, plus souvent entre 1 et 3 ans. Ensuite, au-delà de 3 ans, les choses s'amendent un petit peu. On est dans une période qui est une période du développement, dans lequel on a une attention particulière aux enfants apnéiques, pour lequel on a une attention particulière aux enfants sourds. Et donc, quelque part, la possibilité de prendre en charge ces enfants dans des délais raisonnables est un souci tout à fait légitime de notre part, des parents, de la communauté, de la collectivité. Et donc, on a aussi une activité qui est marquée par la proximité, même si en ORL, on a ces notions d'hyperspécialisation, mais là, je parle vraiment du soin courant. Et là, je voulais communiquer notre inquiétude un petit peu de la mise en place des choses, et je dis bien de la mise en place, suite à la publication d'un certain nombre de textes. Il y a un certain nombre d'aménagements qui sont faits et qui aboutissent des fois à une grosse inquiétude sous la forme d'arrêt d'activité assez large, et voire même de diminution d'activité avec des gens qui sont encore en train de se poser des questions. Et on avait fait un sondage au mois de novembre dernier et qui nous a beaucoup inquiétés parce qu'il y a une fourchette de 6 000 à 30 000 enfants qui pourraient ne pas être pris en charge pour différentes raisons. Et ces 6 000 à 30 000 enfants risquent d'arriver donc dans les centres de recours, excusez-moi, qui eux-mêmes sont saturés, vous connaissez la situation. Et donc, on est très, très soucieux de l'accès aux soins des jeunes enfants. Alors, on a beaucoup travaillé avec nos collègues anesthésistes réanimateurs pour avoir des actions sur la formation, l'information, parce que la lecture des recommandations, des fois, avait amené un certain nombre d'imprécisions, avec des fois des décisions qu'on va qualifier de prématurées. On a aussi des actions au niveau de nos tutelles de santé vis-à-vis des établissements pour les sensibiliser à à prévenir du détricotage du maillage territorial parce que ça peut poser réellement des soucis.
Et on essaye, bien sûr, on commence par balayer chez nous, de former, d'informer notre communauté pour que le dialogue soit constructif avec l'ensemble des acteurs, et je crois qu'il l'est. Mais nonobstant, on a vu observer avec une différence variable dans les régions. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, je pense à la partie du Grand Est, des petites inquiétudes quand même, voire des grandes inquiétudes avec un ensemble d'établissements qui arrêtaient la pratique, au grand désarroi d'ailleurs d'un certain nombre de professionnels. Et donc, je reprends un peu les mots de Sabine Sarnaki. Si je reprends, j'ai pris des notes, Sabine, excusez-moi. Long à construire, démarrage difficile. Eh bien oui, avec un autre éclairage, vous voyez, et c'est un long à construire. Et quelque part, notre souhait, à un moment donné, c'est de réfléchir sur la mise en place de ces dispositifs dont personne ne nie l'intérêt et dont nous défendons l'intérêt, mais peut-être sur la gradation de la mise en place, parce qu'on ne fait pas table rase du jour au lendemain de l'existant, et avoir une mise en place progressive d'un certain nombre de dispositifs et des recommandations. On en a discuté longuement avec les différents acteurs pour que les enfants d'aujourd'hui, de cet hiver, n'aient pas à pâtir et puissent bénéficier de la même qualité de soins de leurs aînés et des futurs qui vont venir dans les années suivantes. Voilà un peu cet élément que je voulais transmettre. D'une part, les félicitations sur cette mise en place et ce soutien et cette organisation spécifique, mais en même temps un point d'attention très, très, très fort et une inquiétude sur ce qu'on observe, sur cette phase transitoire qui nous pose réellement problème et qui pose problème surtout aux familles qui ont des problèmes d'accès aux soins liés des fois à des décisions un petit peu, on va les appeler prématurées. Voilà, merci, mais je suis à votre disposition pour toute question, bien sûr, sur ce sujet particulier. Moi, merci beaucoup, Monsieur Mondin. Moi, je voulais souligner ce que vous venez d'accentuer, enfin, dans votre propos, c'est qu'on est aussi dans une situation post-Covid où on a eu une désertification des professions de santé avec une pénurie de personnel paramédical, d'ailleurs pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, voire même aux États-Unis. J'étais très étonnée parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes salaires, les personnels paramédicaux, mais il y a des États où ils ont exactement les mêmes difficultés. Et donc, vous parliez tout à l'heure des centres, on va dire, de recours et d'expertise. Et effectivement, j'en parle assez facilement puisque à Necker, on récupère quand même beaucoup d'enfants qui viennent pour des problèmes complexes, des secondes, des troisièmes avis. On n'y arrive plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à répondre à la demande d'expertise et de recours et répondre, on va dire, à la chirurgie, aux besoins de proximité, avec des familles qui, effectivement, ont de plus en plus de mal à trouver un établissement qui peut prendre en charge leur enfant, en sachant que dans la région parisienne, c'est particulièrement difficile, mais je pense qu'il y a des régions où c'est exactement la même chose, et où on va vers quelque chose qui est quand même la difficulté d'accès aux soins pour les enfants. Et comme je le dis toujours et je le redis parce que c'est un peu bébête, mais ça pose les choses, les enfants sont tributaires en grande partie de l'hôpital public. Et je ne parle pas d'hôpital public forcément universitaire. Je dis, ils sont tributaires de l'hôpital public. Et là, on est en train d'avoir une raréfaction de l'offre de soins pour des pathologies plus courantes, ce que vous venez d'expliquer, Monsieur Morin. Donc, on peut quand même être très inquiet. Et j'ajouterais, parce que je suis toujours un peu provocante, vous le savez, c'est qu'il y a eu les assises de pédiatrie qui ont été mises en place l'année dernière avec un grand mouvement. On va s'occuper des enfants parce que bon, il y a la chirurgie, mais il y a la pédopsychiatrie, il y a plein de sujets comme ça. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Donc, on est en train, et elle le disait Marie-Christine, il y a peu de volontaires pour s'occuper de tout ça, et je voudrais féliciter Marie-Christine, Christine Grappin, Marie-Christine Maxima, Christine Grappin, et d'autres collègues chirurgiens pédiatres comme Véronique Rousseau, que vous ne voyez pas, qui sont beaucoup investis justement pour à la fois, je dirais, l'élaboration de ces décrets, mais aussi pour mettre en place ces DSR. Et ça va être, s'il n'y a pas d'aide, ça va être effectivement très long. Peut-être c'est bien que ce soit progressif finalement, mais il ne faudrait pas perdre ces objectifs.
Donc, quelles seraient vos attentes, puisque là, vous avez des journalistes, donc c'est le moment de dire quels seraient vos besoins, justement, pour améliorer cette situation et faire en sorte qu'on n'arrive pas à cet étau. Vas-y, Christine. Quelque chose bien. Ce qui a été dit au départ par le professeur Sarnaki et que j'ai souligné également, c'est que il ne faut pas imaginer dans le grand public que la chirurgie pédiatrique, c'est la chirurgie exceptionnelle du nouveau-né, du très grand mal formé et de l'enfant très malade qui est en réanimation. C'est une chirurgie aussi courante, faite de soins particuliers parce qu'ils sont pédiatriques, mais qui sont très généraux. C'est-à-dire qu'il y a du digestif, il y a de l'urologie, il peut y avoir du thoracique, il peut y avoir de la chirurgie plastique, il peut y avoir un certain nombre de spécialités pour des pathologies qui ne sont pas forcément très graves, mais qui doivent être opérées. Et pour ce créneau-là, il y a un manque terrible en France de centres de chirurgie pédiatrique spécialisés, c'est-à-dire avec des chirurgiens pédiatres spécialisés qui connaissent l'enfant, qui disposent normalement dans leur service de pédiatres connaissant la chirurgie, parce qu'il suffit pas d'être pédiatre, il faut également que ce soit des pédiatres connaissant la chirurgie, connaissant l'enfant opéré, il y a un manque criant de ces structures. Vous pouvez nous dire combien il y en a À l'heure actuelle, je suis en partie dans un de ces services qui croule sous la demande et qui n'a pas suffisamment d'accès aux salles d'ordre, qui n'a pas suffisamment d'infirmières, qui n'a pas suffisamment de lits. Et si on libérait tous ces besoins, comment dire, le nombre d'enfants opérés exploserait littéralement. Et il est effectivement peut-être discutable, et moi je pense que c'est absurde, de vouloir que le CHU, où on fait de la chirurgie de pointe, eh bien, fasse aussi les choses les plus courantes. C'est pas son rôle. Et à l'heure actuelle, on n'ose pas trop dire cela, mais je pense que si on veut résoudre le problème, il faut créer de façon massive des services de chirurgie pédiatrique spécialisés, mais hors CHU, hors centre de recours. Je pense que c'est là la solution. Est-ce qu'il y a une place pour chirurgiens, avec plus de chirurgiens pédiatres? Ah bah bien sûr, il faut former plus de chirurgiens. Est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie pédiatrique ambulatoire? Normalement, là, Est-ce que vous pourriez la préciser? Parce que alors, la chirurgie ambulatoire, bon, chez l'enfant, tout le monde souhaite faire de plus en plus d'actes en ambulatoire. Puisque un enfant est mieux chez lui qu'à la maison, enfin, mieux chez lui qu'à l'hôpital plutôt. Mais il y a une très grande place pour la chirurgie ambulatoire, pour la chirurgie pédiatrique. Quand je parlais d'actes importants à faire, mais pas très graves au sens pas vitaux, eh bien, bien sûr, une très grande partie de ces actes-là peuvent être faits en chirurgie ambulatoire et dans des services spécialisés, mais hors. Est-ce qu'on peut évoluer vers un peu à l'américaine, vers des office surgery privés, où on peut faire des actes ambulatoires dans de bonnes conditions? Moi, je voulais dire un mot sur l'activité privée, parce qu'on a un gros problème aussi, c'est qu'on est sous-coté. On a une T2A qui est catastrophique. Donc, évidemment, quand vous allez voir si vous allez voir des structures qui mettent en place des cliniques privées, que ce soit la grande mutualité avec ces structures ou d'autres structures privées dont on ne va pas dire le nom, ça les intéresse, mais pas du tout. Parce que l'enfant, ça fait toujours peur, parce que vous avez le petit qui va faire 10 kilos et puis celui qui fait 45 kilos, ça n'a rien à voir, parce que les parents sont de plus en plus exigeants. Moi, je dis toujours, les parents, ils sont jeunes, ils sont sur Internet tout le temps, ils sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut que ce soit tout de suite, immédiat, et tout est grave. Donc, non, mais c'est vrai. Je veux dire, on parle maintenant, les parents sont même en burn-out de leurs enfants. Alors, j'ai lu ça ce matin, j'étais absolument sidérée. Donc, c'est difficile. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de prendre en charge des enfants, même pour des pathologies mineures. Et donc, dans les cliniques privées, dans les structures privées, il y en a certaines qui le font, mais pas toutes. Il faut déjà qu'elles aient un dimensionnement suffisant. Et à ce moment-là, je dirais que la balance bénéfice-risque pour les investisseurs dans les cliniques, c'est pas très intéressant. Donc, il est beaucoup plus intéressant de faire des pathologies standardisées chez l'adulte où le geste est toujours le même et où on sait exactement la durée, on sait exactement la sortie, etc. Donc,
on est confronté à ce problème de pathologie d'une population qui n'intéresse pas beaucoup le privé. Voilà. À part la cardiologie pédiatrique, si je puis permettre, parce que c'est très rentable. Oui, Sabine, on travaille avec l'Agence pour l'innovation en santé. Pour vous, chirurgien pédiatrique, quelle est la projection que vous faites idéale de l'organisation territoriale de la chirurgie pédiatrique, avec peut-être des mini-structures capables de faire de cette chirurgie ambulatoire de manière très courante et dans de bonnes conditions où le financement serait correct, etc. Comment vous voyez qu'est-ce qu'on doit dire au ministère pour dire comment ça devrait changer, si on doit changer? Est-ce que tu veux répondre, Marie-Stine? En fait, dans les régions où il y a un nombre de chirurgiens assez grand, c'est pas grave. Où il y a un nombre de chirurgiens un peu important, c'est déjà comme ça que c'est organisé. Vous avez des CHU, vous avez des centres spécialisés et vous avez des cliniques où on fait de l'ambulatoire pour la chirurgie très courante. Et donc, c'est pas très difficile à organiser. Il faut du monde et il faut une rentabilité. Parce que je pense qu'un des éléments qui joue beaucoup dans les actes d'ORL, c'est qu'ils ont des actes très peu cotés et que l'anesthésiste touche 50% de l'acte, donc il touche encore moins. Et alors qu'il prend un risque important chez un enfant et qu'il faut en plus qu'il prévoit d'avoir une infirmière d'anesthésie alors que chez l'adulte, ils n'en ont pas toujours. Donc, ces éléments-là, qui ont l'air très triviaux, ils sont en fait énormes parce que c'est ça qui fait basculer le système actuellement. C'est fondamental. Est-ce que le maillon faible, c'est pas aussi l'anesthésiste pédiatre? Parce que c'est un métier, je veux dire, déjà l'anesthésie, c'est un métier sérieux pour les adultes. Hein. Donc, j'imagine bien que pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus spécifique. Enfin, moi, j'ai été frappé, j'ai travaillé avec une équipe de 6 anesthésistes. Eh bien, il y en avait un qui faisait l'anesthésie pédiatrique, mais un. Et tout le monde se référait à lui, que ce soit les anesthésistes ou les chirurgiens. Et on voit bien que c'est fragile. Quoi. Donc, oui, tout à fait. Mais bon, ça, il y a matière à les former, il y a matière à rassurer les médecins. Il y a gagner leur vie en même temps. Alors ça, moi, je peux pas. Moi, ça, je peux pas me positionner sur la rémunération. J'adhère tout à fait à ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un problème. Et dans le retrait d'un certain nombre d'équipes, notamment en ORL, je pense que il y a un certain nombre de facteurs. Il y a aussi un peu la peur parce que il y a des gens. Nous, pourquoi on a fait ces recours? Parce que on avait des remontées de médecins anesthésistes qui disaient mais moi je veux plus faire un enfant de temps en temps, je n'ai pas la compétence, etc. Donc on nous a sollicité aussi. Il faut pas oublier que ça n'a pas été juste un caprice des sociétés savantes. Il y a eu des remontées du terrain de gens qui n'étaient pas à l'aise. Voilà, donc très à l'aise en raison de problèmes médicaux, légaux, non, pas à l'aise parce qu'ils ne faisaient pas assez souvent, ou parce que problèmes médicaux, légaux. Enfin, je veux dire, il y a X raisons. Et puis, il y a un problème de rémunération, c'est vrai. Très probablement, je pense que ça joue. Et finalement, le ratio bénéfice-risque pour le praticien, cette fois, pas pour l'enfant, il n'est pas bon. Donc, finalement, ça a été aussi, je pense, je dirais un prétexte entre guillemets pour dire non, ça franchement ça va, on arrête quoi. Et c'est très embêtant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Michel Mondin. Il faut trouver des solutions pour résoudre ce problème, mettre les praticiens en confiance d'une part. Ça c'est pour ce qui est de voilà. Et puis par ailleurs, peut-être avoir une réflexion en termes de valorisation, mais ça c'est un problème, c'est voilà. D'ailleurs, est-ce que la spécialité s'est saisie de cet aspect dans la nomenclature? Parce que c'est en ce moment. C'est très compliqué. Je parle de l'anesthésie. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui sont en train de réfléchir, parce qu'effectivement, c'est une préoccupation qui a émergé comme ça à la lumière de ce qui s'est passé. Mais c'est très long, en fait, parce que il y a une telle latence avant que les choses ne changent, que le système change. Donc, oui, les gens y pensent, bien sûr, mais on n'a pas la possibilité de changer les choses en claquant des doigts. Non, mais c'est en cours. En tout cas, les gens y réfléchissent, mais c'est une réflexion collective qui doit se faire avec les chirurgiens, bien sûr. Un tout petit détail dans le retrait dont vous parlez, qui est quand même quelque chose d'important dont Michel parlait. Moi, j'ai pu observer que dans les hôpitaux généraux, que faisait la chirurgie standard correctement, à mon avis, ce sont les administrations, je veux dire, les directeurs qui ont sauté sur l'occasion du décret pour transformer, liquider les équipes et liquider l'ensemble pour pouvoir libérer de
la place pour la chirurgie standard qui considérait ne pas pouvoir faire correctement. Ça a été un point important, j'ai vu en Île-de-France, sur plusieurs gros centres. Ah oui, parce que en fait, quand on regarde les recommandations en détail, elles sont très peu contraignantes. Donc, mais ça peut être un prétexte. Je suis d'accord. Donc l'innovation n'est pas seulement technologique, elle est administrative aussi, d'organisation et financière peut-être. Peut-être faire penser nos partenaires militaires. Absolument, oui. L'Agence pour l'innovation en santé, elle pense surtout innovation technologique. Les robots, les etc. Peut-être pas ça la vraie clé des problèmes. Elle ne fait qu'appliquer, elle n'a pas d'autonomie. Je suis pour la chirurgie. Oui, Je voulais répondre à votre question sur le nombre de centres spécialisés. En fait, il n'y en a pas forcément un par région. Vous avez des régions, enfin par exemple, moi je suis de la région PACA, on avait 2 centres spécialisés, on n'en a plus qu'un et surtout à cause du nombre de chirurgiens parce qu'ils n'arrivent plus à assurer la permanence des soins et donc ils perdent ou la compétence des anesthésistes qui refusent de faire des enfants. Vous verrez normalement en centre spécialisé, on peut faire à partir de la naissance, enfin chez des tout petits. Et beaucoup ont des anesthésistes qui refusent de faire des tout petits. Du coup, ils reculent leur activité et ils perdent la référence de centres spécialisés. Et donc, en fait, il y en a très peu en France. Il y en a dans la région Île-de-France, en PACA, dans la région Occitanie, il y en a un. En Bretagne, il y en a un. C'est à chaque fois des tout petits, vraiment très peu. Et c'est ça qu'il faudrait développer. En fait, c'est le maillage qu'il faut augmenter. Vous voulez dire que De structures privées? pour se faire opérer une torsion de testicule, il faudra aller à Bordeaux. Enfin, je veux dire, je schématise, mais c'est un peu ça. Alors, c'est là où le centre de proximité a de l'importance. Oui, mais il faut qu'il y ait l'équipe. Non, on a prévu un maillage qui est à 3 niveaux. Le centre de spécialité, c'est pour faire toute la chirurgie pédiatrique à partir de la naissance, par rien que des chirurgiens pédiatres, rien que des anesthésistes. Vous voyez, le niveau de base, c'est le centre de proximité, c'est-à-dire un centre qui a une autorisation de chirurgie pédiatrique, donc qui est organisé pour pouvoir la faire, avec des chirurgiens pédiatres ou des chirurgiens qui sont habilités à le faire parce qu'ils ont une formation, qu'ils ont une pratique régulière, idem pour les anesthésistes. Et donc, dans ce niveau-là, on peut faire de la permanence des soins, justement la torsion du testicule, parce que ça, c'est pas un petit de 3 mois. Enfin, il y en a chez tout le monde. Ça en fait combien en France? Pour avoir une idée. Les centres de proximité, on va les compter, je pense, maintenant, parce que ça va diminuer. On parle de quelques dizaines. Oh non, beaucoup plus. Les cliniques peuvent être centres de proximité. Oui, mais c'est tous ceux qui font les circoncisions. Oui, mais il faut qu'il y ait des chirurgiens qui aient l'habitude des enfants. Oui, mais c'est quand même plus d'1 an. Ça c'est sûr, 1 à 3 ans ambulatoire et en urgence c'est un peu différent, ça dépend des compétences locales. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas les moins d'1 an et entre 1 et 3 ans, ce ne sont que de l'ambulatoire. Ce n'est que de l'ambulatoire. Donc forcément, c'est toutes les interventions qui sont en ambulatoire, c'est-à-dire énormément. C'est que ce sont des établissements qui auront fait la démarche d'obtenir l'autorisation de chirurgie pédiatrique. C'est ça le problème. C'est qu'avant, cette démarche n'existait pas. Là, il va falloir faire une démarche. Alors, par exemple, un hôpital public qui a un service de pédiatrie a déjà, alors il faut qu'il y ait des chirurgiens formés et des anesthésistes formés, et il n'a aucune difficulté à obtenir une autorisation de chirurgie pédiatrique. Faut-il qu'il fasse la démarche? Mais faut-il qu'il fasse la démarche? C'est pour ça que je dis qu'on va les compter. Parce qu'on va les compter ceux qui vont faire la démarche. Oui, ça va être bloquant. Qu'est-ce qui les bloquerait de faire cette démarche? Pourquoi ils ne le font pas? Normalement, ils doivent la faire. Parce que ça les intéresse pas. Les hôpitaux, c'est quand même des services publics. Ils n'ont pas une obligation. Ils n'ont pas une obligation. Dans les structures d'hôpitaux généraux, il faut avoir des chirurgiens pédiatres. Alors, on a eu, je voudrais juste dire qu'il y a une dizaine d'années, il y avait le nombre de postes ouverts à la chirurgie pédiatrique pour l'internat. En Île-de-France, par exemple, c'était 1 ou 2 par an. OK. Il y avait eu une surcrainte de nos aînés
de former trop de chirurgiens pédiatres et qu'après, ils n'auraient pas de poste. Quand moi, je me suis occupée de la coordination des montées à 4, je parle de l'Île-de-France, mais ça a été à peu près pareil dans toutes les régions, ensuite 6, et maintenant on est à 9. C'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, on est passé de 2 chirurgiens formés par an en chirurgie pédiatrique à 9. C'est quand même beaucoup mieux, y compris l'orthopédie. Alors, on va avoir plus de chirurgiens pédiatres formés qui passent par le circuit de l'internat, enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, hein, l'examen valide d'ordre national, mais néanmoins, est-ce que tous les chirurgiens pédiatres qui ont été formés via cette filière, ils vont vouloir aller s'installer dans des services, des petites structures où on n'aime pas être isolé, je veux dire, quand on a des décisions à prendre, surtout avec des enfants, c'est compliqué. Donc là, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur comment que les gens ne soient pas isolés et qu'ils aient peut-être une pratique qui ne soit pas toujours la même, parce que sinon c'est un peu lassant. Donc il y a eu les postes partagés qui sont une solution à apportée, c'est-à-dire avec des chirurgiens qui peuvent travailler à cheval sur 2 structures, une plus faire fonctionner plus le réseau. Voilà. Et là, il y a aussi un travail qui va y avoir à faire, parce que on peut pas demander à des gens de faire des hernies pendant toute leur vie, ce n'est pas possible. Il y avait une question. Réflexion qui est valable pour les adultes. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser les chirurgiens adultes ne faire que de la chirurgie ambulatoire d'un certain niveau, sinon il va perdre ses compétences pour faire les autres actes. Donc il faut, pour irriguer les régions, il faut que ça fasse entrer. Exactement, pardon. Vous avez une question? Est-ce que vous avez observé une baisse du nombre d'interventions justement chirurgicales chez les enfants ces toutes dernières années qui permettent justement de montrer un petit peu l'ampleur du problème? Et puis, est-ce que vous estimez qu'effectivement, ça fait courir un risque de perte de chance pour ces enfants? Le décret, il est passé là au 31 décembre 2023. Hein. Ah, il passe au Est-ce qu'il y a Non, mais il y a eu une baisse. des listes d'attente? Il y a une baisse du nombre d'interventions, puisqu'on a moins d'accès au bloc opératoire. On a moins. De toute façon, on va d'une pénurie à l'autre. C'est-à-dire que quand ce n'est pas les lits pour coucher les patients, parce qu'il faut quand même les coucher, c'est les blocs opératoires. On a eu, nous, les anesthésistes, Isabelle, de manière très marquée, et dans beaucoup de régions en France, c'est le cas, parce que ce qu'on n'a pas peut-être suffisamment dit, c'est que comme ce n'est pas une spécialité à part entière, l'anesthésie pédiatrique, un anesthésiste qui arrive dans le circuit anesthésiste, il faut vraiment que tout d'un coup, il ait un coup de cœur pour les enfants pour le faire, parce que plus ça va être beaucoup plus difficile émotionnellement, la charge mentale, on parle beaucoup de ça, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va d'une pénurie à l'autre. Et ça, c'est constant. Alors, il y a les USC, les REA aussi, parce que moins de personnel en USC REA. Donc, monsieur, pour répondre à votre question, oui, on a des files d'attente très importantes. Des files d'attente. Avec des patients qui sont toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire ceux qui ont des pathologies qui sont non vitales, qui sont plutôt des pathologies fonctionnelles. Et là, je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais on a quand même eu et le Covid et à la suite du Covid, ces pénuries. Donc, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont annulés, des familles, 4 fois, 5 fois, en tout cas dans mon établissement. Et j'ai beaucoup de peine pour ces familles qui s'organisent, évidemment. J'ai une dernière question pour le quotidien du médecin, donc c'est important, qui me demande, donc il voudrait savoir si les propos que nous entendons là maintenant, lors de cette réunion, est-ce que ces propos sont représentatifs de la position de l'Académie, ou est-ce que vous allez mettre des recommandations à la suite voilà, et sinon, voilà, l'Académie, voilà, quelle est la position officielle de l'Académie, ou position ou recommandation, puisque c'était l'objet aussi de cette approche, c'était d'avoir. Il n'y a pas de position officielle dans l'état actuel des choses. Recommandations, des Pour recommandations. l'instant, elle n'a pas fait de recommandations, mais elle a l'intention d'en faire une, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie problématique, avec une conjonction d'autorisation en chirurgie pédiatrique et de recommandations en anesthésie, et tous les acteurs d'ailleurs sont présents. Et donc, oui, l'Académie, c'est son rôle, va aider à la solution pour que tout le monde
il trouve son compte. Et quand je dis tout le monde il trouve son compte, je ne parle pas des chirurgiens des anesthésies, je parle des patients, parce qu'on vient de le dire, il y a des patients qui attendent. Bon, se faire opérer, déjà, c'est pas très sympa, mais attendre de se faire opérer et qu'on vous réexplique pendant 4 fois de suite que ben non, ça sera pas au contraire ce souci. C'est pas de la torture, mais enfin, quand même, c'est pas des. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance, exactement. Et donc, l'Académie, elle est là pour aider, pour que les choses puissent se faire dans l'intérêt de tous. Et je suis sûr que les différentes spécialités ici autour de la table trouveront une formule à proposer à la direction générale de l'offre de soins, parce que en fait c'est ça, Oui. que dans le territoire, Oui. chaque acteur puisse travailler sur est-ce qu'il y aura un laboratoire, est-ce qu'il y aura... Voilà, je ne sais pas, nous n'avons pas actuellement la réponse. Nous avons tenu une session de 2 heures et demie aujourd'hui. Je précise d'ailleurs que la Fédération des spécialités médicales, qui regroupe tous les conseils nationaux professionnels de chaque spécialité, s'est également saisie. Michel Mondin est président du CNP d'ORL. Madame Polymérol, qui est présidente du CNP de chirurgie pédiatrique, sera dans l'audience cet après-midi. Nous entendrons tous les acteurs. Et l'Académie, c'est son rôle, fera une recommandation pour essayer que les choses puissent se faire en bonne entente, dans la bonne direction. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est une amélioration de la prise en charge. Donc, se prononcer un mot. Oui. C'est le mot attractivité. Parce que ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'est les spécialités, la chirurgie infantile, l'anesthésie pédiatrique sont des spécialités difficiles, extrêmement exigeantes, et qui finalement sont relativement mal valorisées. Donc, en fait, il faut augmenter l'attractivité de ces composantes, et à la fois, comme ça a été parfaitement dit, faire des centres spécialisés avec des masses critiques et des organisations qui permettent de bien travailler. Peut-être revoir la nomenclature pour ceux qui exercent au niveau etc. Mais je crois que c'est fondamental, que la notion d'attractivité, elle est fondamentale pour la chirurgie pédiatrique en ce cas. Et voilà. Oui, j'ai une question concernant l'évolution des pratiques opératoires qu'on observe chez les adultes. Est-ce que vous observez la même chose chez l'enfant avec l'apparition des techniques interventionnelles non strictement chirurgicales, intervention par endoscopie, par navigation, etc., etc. Est-ce qu'on opère de plus en plus d'enfants comme ça ou pas? Moi, je vais répondre à cette question. Il n'y a pas enfin, dans la chirurgie pédiatrique courante, il n'y a pas l'équivalent de la concurrence qu'il peut y avoir en chirurgie d'adulte, par exemple, en endoscopie digestive. Pour prendre l'exemple de l'endoscopie digestive, c'est encore le terrain des gastro-entérologues. Il n'y a pas de chirurgien pédiatre qui fasse eux-mêmes les endoscopies par ma connaissance. En revanche, en urologie, bon, il y a de l'endoscopie urologique, notamment toute la chirurgie des lithiases qui se fait pratiquement maintenant par chirurgie interventionnelle, mais sont vraiment par construction de chirurgie. Il n'y a pas vraiment l'équivalent, si vous voulez, de la chirurgie vasculaire, qui est une chirurgie principalement d'adulte, où il y a une concurrence entre interventionnel et chirurgien. Cardiaque, pareil, c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a une certaine concurrence. En chirurgie pédiatrique, il y a moins. La radiologie interventionnelle, elle est très limitée. Elle est très limitée. C'est vraiment, on peut compter, je pense, sur les 2 doigts de la main les endroits en France où on fait de la radiologie interventionnelle pour la pédiatrie de haut niveau. En revanche, en cardiologie, et notamment dans les cardiopathies congénitales, il y a beaucoup d'avancées sur l'interventionnel, mais les cardiopathies congénitales continuent à être opérées, et le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de chirurgien cardiaque adulte pour opérer les séquelles des cardiopathies congénitales opérées dans l'enfance, et c'est beaucoup, à Necker, moi j'étais frappée, je parle sous le contrôle de ma collègue, il y a 300 enfants qui naissent chaque année avec une cardiopathie congénitale, pas forcément à opérer. Mais voilà, c'est la pathologie congénitale pratiquement la plus fréquente. Juste le sens, non, c'était le sens de la question, je pense, d'Albert Claude. C'était pas uniquement la concurrence, c'était
l'évolution des pratiques, hein, ce dont on est en train de parler. C'est pas le fait que ce soit les uns ou les autres, c'est le dire, on voit donc, chez l'adulte, c'est une transformation radicale qui est en train de se produire. Voilà, c'était ça la question. Un peu dans le cancer, parce qu'il y a beaucoup maintenant de traitements qui sont, et Dieu merci, beaucoup de traitements qui sont transposés de l'adulte à la pathologie pédiatrique, immunothérapie, thérapie ciblée, etc. Oui. Et donc, j'espère en tout cas qu'on en opérera de moins en moins, avec des radiothérapies aussi qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus qui épargnent les organes sains. Mais dans la chirurgie, on va dire, de la pathologie malformative globale, c'est pas beaucoup. Oui. Et par exemple, on peut tout à fait peut-être imaginer que l'utilisation de nouveaux agents comme le laser ou les ultrasons de haute intensité puissent se développer chez l'enfant, peut-être, non? Pas forcément. Moi, je ne vois pas dans les malformations congénitales, pour l'instant. Marginal. D'accord. Moi, je voulais juste intervenir pour dire les évolutions que le professeur Benamou suggère vont être surtout d'ordre organisationnel. Puisqu'on voit bien dans les discussions qu'il y a des centres spécialisés, des centres de recours, et on discute de l'accès aux soins du centre de proximité. La torsion de testicule en est le meilleur exemple. Et ça amène des réflexions organisationnelles de ce que sont les équipes chirurgicales. Quand je dis équipes chirurgicales, c'est les couples anesthésistes et chirurgiens, et leur répartition, et éventuellement leur mobilité sur les territoires, pour permettre cette proximité. Donc, je pense qu'il y a un challenge, en effet, d'innovation organisationnelle sur cet élément, pour répondre un peu aux soucis du professeur Benamou d'innovation. Le deuxième point, moi, je rebondis sur ce qui a été dit en termes d'attractivité. Actuellement, la problématique, elle est en effet à la construction du futur proche, on va dire de ce qu'il y a dans 1 an et dans 2 ans, mais la problématique d'aujourd'hui est la non-destruction de l'existant, tant qu'on n'a pas le futur proche construit. Et là, en effet, le soutien à l'attractivité au travers de la nomenclature, mais comme il a été dit, la nomenclature est un processus qui est long, réfléchi d'ailleurs, c'est probablement la raison de sa longueur, et rapidement quand même, il y a une possibilité qui est la possibilité d'introduire peut-être de façon transitoire une action sur les coefficients multiplicateurs, que ce soit du côté anesthésie, du côté chirurgical, pour en effet améliorer l'attractivité et peut-être essayer de freiner la décision de certains établissements qui ont décidé de stopper leur activité pour des raisons très diverses, mais arrêter le détricotage. Un tricot, lorsque vous tirez, il faut savoir arrêter le moment du détricotage. On peut le faire. Et je prends des images très simples, je pense qu'elles sont vraies. Et cet arrêt du détricotage, dans l'immédiat, tout prend du temps. Et l'élément et le soutien à l'attractivité, que ce soit au travers de la partie nomenclature, sont très importantes. Et puis le dernier point, c'est en effet, mais ceci a été dit, il y a le souci de l'information, savoir exactement, et on voit que ces journées sont très importantes pour faciliter l'information à la fois de l'esprit et de la lettre de ce qui a été travaillé. Mais derrière, moi, je rejoins le souci de la formation et de la planification, puisque, en effet, comme disait le professeur Constant, la maquette d'anesthésie-réanimation, et comme l'a dit un autre intervenant, je ne sais plus lequel, il faut tomber amoureux de l'anesthésie pédiatrique. Et ça va être un critère extrêmement limitant, c'est le goulot d'étranglement. Et que ce soit pour des actes avec de la mini-invasive surgery, que ce soit pour des techniques interventionnelles, ça va être le goulot d'étranglement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une attention à faire de la formation-information. Je pense qu'il y a un jeu d'attractivité. Je pense qu'il y a un volant organisationnel à travailler au présent au travers de nos tutelles de santé pour arrêter le détricotage, mais en même temps savoir réfléchir à l'innovation organisationnelle pour construire, pour vraiment que ces textes et tous ces travaux puissent se traduire en réalité sur le terrain, et sur le terrain avec la notion de la proximité pour nos concitoyens, parce que 100-150 km pour une torsion de testicule, c'est douloureux. Ah. Michel, moi j'ai une suggestion à vous faire parce que actuellement, l'Académie de chirurgie est sollicitée
pour participer en matière d'expertise en fonction des cas d'usage. L'Agence pour l'innovation en santé nous demande comment on peut travailler sur la construction finalement à la fois de projets innovants, mais pas seulement technologiques, mais également organisationnels. Et il faudrait parce que comme on a aussi la chance d'avoir un ancien président de l'Académie de chirurgie, François Richard, qui est le président du HCN, du comité de la nomenclature, si on veut travailler et faire pousser que l'administration réfléchisse à comment améliorer la nomenclature des actes pédiatriques, il faut que vous soyez, vous, le noyau de proposition, faire sortir des cas d'usage et dire, voilà, cette nomenclature, elle devrait changer. Alors peut-être avec le CNP de chirurgie pédiatrique, travailler ensemble et trouver, aboutir à quelque chose, à des propositions innovantes pour qu'elles soient prises en compte, sinon ça n'existera pas. Bon, on a déjà réussi à avoir un groupe, voilà. une famille dans la révision de la CCM, parce qu'au départ, on était oubliés. Oui, on était noyés dans toutes les autres spécialités. Mais avec Michel, avec Sabine, l'autorité de tous, hein, peut-être nous faire des propositions qu'on fasse remonter à l'INALTER. Elle a les moyens, elle a la possibilité d'intervenir sur la haute autorité de santé, sur le HDL, etc. Je veux dire qu'il y a aussi, enfin, pour les nomenclatures, c'est quelque chose, mais il y a aussi un rôle à jouer, à faire jouer peut-être plus d'implication des ARS, parce que on a quand même, je trouve, peut-être pas suffisamment solliciter les ARS pour faire leur travail d'organisation des soins dans leur régional, c'est quand même un souci. Et je ne sais pas si ça peut être à votre conclusion, mais moi je dis toujours que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, il vous dit mes enfants. Et quand on en arrive à s'occuper de la santé des enfants, que ce soit sur les organisations, les postes, la valorisation des actes, etc. Et le matériel, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en chirurgie, on commence à avoir de sérieux problèmes. Je pense que vous aussi, pour avoir du matériel adapté aux enfants, parce que ce n'est pas rentable, et on a des tas de pans de matériaux qui... Eh bien, bizarrement, quand il s'agit de tout ça, les enfants ne sont plus importants. Donc, il y a une espèce de schizophrénie dans l'être humain, qui le voit très important quand c'est à la maison, mais moins important quand c'est un marché. Voilà. On va clore ce point presse. On vous enverra le compte rendu, le lien avec le replay. Et bien sûr, les professeurs sont à votre disposition si vous souhaitez des précisions que nous pouvons organiser par entretien téléphonique. Merci encore à tous. Merci. Et à très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.